Donc, bonjour à tous, bienvenue au webinaire mensuel du réseau Reboisement Ligniculture Québec, le 2RLQ. Je me présente, je suis Patrick Benoît et je travaille en tant que conseiller scientifique à la TELUC. Je suis également responsable de l'organisation des webinaires et du transfert des connaissances au sein du réseau avec mon collègue Raed El-Ferjani, qui en est le coordonnateur. Pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Il sera donc disponible aux personnes qui n'auront pas pu se joindre à nous ce matin. Aujourd'hui, nous abordons le volet de la matière ligneuse et de la production des produits biosourcés, un des 7 thèmes et expertises développés par le 2RLQ. Pour animer ce webinaire, nous accueillons Simon Barnabé et puis Jean-Philippe Jacques. Donc, Simon Barnabé est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis une quinzaine d'années, il a développé une expertise dans la valorisation des résidus ligneux-cellulosiques, la microbiologie industrielle, la bioénergie avec les biocarburants de deuxième et troisième génération, le bioraffinage à l'échelle communautaire et l'algo-raffinage. Simon est également titulaire de la chaire de recherche municipale de Victoriaville pour les villes durables, dont la mission d'accompagner la ville et des partenaires privés dans l'élaboration de projets structurants d'économie circulaire, ainsi que dans l'aménagement du territoire et l'éco-développement. Il est également directeur adjoint à la recherche et au partenariat à l'Institut d'innovation en écomatériaux, écoproduits et écoénergie, le I2E3, pardon, et directeur adjoint à l'Institut de recherche sur l'hydrogène, l'IRH. Jean-Philippe Jacques, donc le co-animateur, est directeur d'Innofibre, qui est le centre d'innovation des produits cellulosiques. La mission d'Innofibre est de contribuer au positionnement technologique et au développement durable de l'industrie papetière et du bioraffinage au Québec, notamment en soutenant l'innovation et la diversification des produits issus de la biomasse. Le centre offre à ses clients et à ses partenaires une usine pilote qui est assez unique au Canada, puisqu'elle dispose d'un atelier pour la mise en pâte et son traitement et pour le bioraffinage. Il y a aussi des équipements pour fonctionnaliser les papiers et les cartons et une usine à papier pilote. Donc, pour ce webinaire, nous avons deux étudiants de l'UQTR, Marguerite Cinq-Mars et Michel Boivin, et un étudiant du Cégep de Trois-Rivières, Zachary Chaillet, qui viennent présenter leurs travaux de recherche en lien avec la valorisation de la biomasse. Donc, je voudrais vous rappeler rapidement la forme que ça va prendre. Après chaque présentation d'environ 12 à 15 minutes, vous serez invité à poser vos questions par écrit aux étudiants avec la fonction questions-réponses qui se trouve en bas de l'écran, et c'est Simon et Jean-Philippe qui vont animer cet échange. Alors, avant de laisser la parole à Simon et à Jean-Philippe, je vais inviter Nelson Tifo, co-directeur scientifique du réseau, à nous dire quelques mots sur les missions et activités du réseau. Nelson, tu as la parole. Merci beaucoup, Patrick. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. C'est un plaisir de savoir que vous êtes avec nous. Merci également aux personnes qui ont accepté de présenter leurs travaux aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Nelson Tifo, je suis chercheur au Centre canadien sur la fibre de bois de Ressources naturelles Canada et je suis également donc le co-directeur scientifique du réseau Reboisement Ligniculture Québec, un rôle que je partage avec mon collègue et ami Nicolas Bélanger, qui est professeur à l'Université TELUC. Alors, le réseau Reboisement Ligniculture Québec, le 2RLQ, c'est un réseau d'innovation qui est financé par le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, mais également par une multitude de partenaires qui viennent des milieux privés, mais aussi des milieux paragouvernementaux et publics, dont les gouvernements fédéraux, provinciaux et plusieurs municipalités. Notre rôle, donc, c'est d'agir d'acteur de réseautage et d'innovation dans le domaine du reboisement et de la ligniculture sous toutes ses formes. Donc, notre réseau est axé autour de 7 grands thèmes qui vont de la production forestière, en passant par l'utilisation des matériaux biosourcés, mais aussi par l'utilisation des arbres pour le maintien ou l'établissement d'infrastructures vertes. Alors, encore une fois, merci de votre présence. J'espère que vous allez apprécier ce webinaire. Et sur ce, je passe la parole à Jean-Philippe et à Simon pour animer cette discussion sur les innovations, la recherche et le développement dans le domaine des matériaux biosourcés. Merci.
Bon, ben, merci beaucoup à tous. On est heureux ici aujourd'hui, Jean-Philippe et moi, d'animer ce webinaire et de faire connaître un peu ce qu'on fait à l'I2E3 et chez Innofibre. Rapidement, l'I2E3, c'est un centre de recherche à l'UQTR qui était anciennement un centre de recherche en pâte et papier. On a fait comme l'industrie, on s'est diversifié. On diversifie les produits issus de la biomasse. Puis, on travaille en étroite collaboration avec les CZTT, les centres collégiaux de transfert technologique, spécialement Innofibre, parce qu'on vit dans le même bâtiment ensemble. Donc, c'est une synergie collège-université à son meilleur. Et parlant d'Innofibre, Jean-Philippe, c'est quoi Innofibre, au fait? Bonjour tout le monde. Innofib, nous faisons partie de la grande famille Synconex qui regroupe 59 centres collégiales de transfert de technologie. Donc, les 59 centres de recherche ont chacun une expertise bien précise du côté de nature et technologie ou en pratique sociale novatrice. Donc, on en retrouve partout sur le territoire du Québec. Ce sont des centres de recherche qui sont associés avec des cégeps. Et puis, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer le développement technologique. Nous sommes des organisations de recherche qui sont complémentaires à l'écosystème présent en sol québécois. Donc, c'est complémentaire à ce qui se passe dans les universités. On parle vraiment de recherche fondamentale et non de la recherche appliquée. Et puis, on travaille directement avec l'industrie pour accélérer les développements technologiques tout en réduisant les risques. Donc, ça résume un peu l'ensemble des centres de recherche collégiaux. Pour Innofib, nous sommes une équipe de 46 employés, 46 passionnés. Donc, notre objectif, comme Simon l'a bien mentionné, c'est de travailler avec l'industrie des pâtes et papiers, mais également tout ce qui est en lien avec les bioproduits, la valorisation de la biomasse résiduelle, qu'elle soit de nature forestière, agricole ou urbaine. Et puis, vous allez voir aujourd'hui certains des projets qui ont été réalisés en collaboration avec l'UQTR. Donc, vous allez pouvoir voir les collaborations qu'on réalise ensemble, mais également d'autres collaborations potentielles avec qui nous réalisons. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Merci Jean-Philippe. Justement, on a choisi nos étudiants vedettes pour vous impressionner. À commencer aujourd'hui par Marguerite 5 mars, qui a fait son bac en biologie et écologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui se retrouvait dans mon laboratoire à maintenir des cultures de microalgues, puis qui a pris goût à ça. Et elle a décidé de faire sa maîtrise en sciences de l'environnement sur le sujet. Puis, bon, j'en aurais long à dire là, sur elle, parce qu'elle rapporte souvent des prix, mais il y a un prix vraiment particulier qu'elle a rapporté. C'est le prix, écoutez-moi, là, jeune chercheur dans le cadre du Marcus Wallenberg Prize. Ça, là, c'est comme le prix Nobel, mais dans le domaine des pâtes et papiers. Elle a eu le prix jeune chercheur là-dedans l'année passée en Suède. C'est assez spécial. Fait que, puis, c'est une biologiste écologiste. Là. C'était comme le mouton noir de la gang là-bas. Là. C'était vraiment sympathique. On est très fiers d'elle. Mais puis, aujourd'hui, ben, on va nous présenter son projet de maîtrise, un peu les approches aussi autour de son projet de maîtrise, puis quelques perspectives. Alors, Marguerite, je t'invite à partager ton écran et je te donne la parole. Merci beaucoup, Simon, pour la belle présentation. Donc, je vous partage ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on la voit bien, Marguerite. OK. Je vais mettre un petit pointeur. Vous voyez aussi le pointeur? J'imagine que oui. Oui, il est là, ton petit point. OK, bon. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents au webinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de culture de microalgues en eau usée industrielle et de valorisation de biomasse algale. Donc, je vais commencer par vous introduire le sujet des eaux usées et de la valorisation de biomasse algale. Ensuite, je vais vous présenter quelques résultats de mon projet de maîtrise qui sont en lien avec ces sujets-là. Puis, finalement, je vais vous présenter des perspectives de recherche innovantes en lien avec les microalgues et les industries papetières. Donc, vous savez probablement que nous sommes dans une période de forte croissance démographique et d'industrialisation à travers le monde. Ça a comme conséquence qu'il y a de plus en plus de production d'eau usée. Ces eaux usées, s'ils ne sont pas adéquatement traitées, elles représentent un risque pour l'environnement et la santé humaine, principalement parce qu'elles sont riches en nutriments comme l'azote, le phosphore et le carbone organique, qui sont connus pour contaminer les milieux aquatiques.
Mais une solution durable et efficace pour retirer ces nutriments des eaux usées existe. Puis, il s'agit d'utiliser les microalgues. Donc, on appelle ça la phycorémédiation. Donc, pour ceux qui connaissent la phytorémédiation, qui est l'épuration des sols ou des eaux usées avec les plantes, c'est un peu le même principe, mais on le fait avec des microalgues. Donc, c'est quoi des microalgues? C'est des organismes très diversifiés. On peut penser à des algues vertes comme chlorella que vous voyez ici, ou des cyanobactéries comme spiruline. Vous pouvez même voir derrière moi 2 bassins d'algues, donc un qui contient chlorella et l'autre spiruline. Les microalgues sont très prometteuses parce qu'elles ont une croissance rapide, puis elles ont simplement besoin de lumière, de dioxyde de carbone, donc du CO2, et des nutriments, principalement de l'azote et du phosphore, pour effectuer la photosynthèse et donc se développer. Certaines microalgues peuvent même consommer du carbone organique comme du glucose, du glycérol ou de l'acétate. Ces nutriments peuvent être ajoutés sous forme d'engrais pour la croissance, mais c'est assez coûteux. Alors, si on reprend nos œufs usés riches en nutriments de tout à l'heure, les microalgues peuvent s'y nourrir, ce qui réduit la charge en polluants des œufs usés, tout en favorisant la croissance des microalgues. Donc, en plus des œufs usés, les microalgues peuvent aussi capter les effluents gazeux riches en CO2 générés par des usines, ce qui diminue les émissions de gaz à effet de serre des usines, tout en augmentant la croissance des algues. Puis, si les bassins sont situés à l'extérieur, l'énergie lumineuse du soleil peut aussi être utilisée pour la photosynthèse. Donc, il y a vraiment plein de façons de rendre ce processus plus économique et écologique. Donc, il faut voir la culture de microalgues un peu comme une production agricole. Donc, les microalgues se multiplient dans le milieu de culture, qui peut être des eaux usées. Puis, une fois la concentration d'algues assez élevée, on récolte la biomasse, c'est-à-dire qu'on sépare les cellules d'algues de l'eau. Ça va nous donner une belle pâte d'algues, comme vous pouvez voir ici. Puis, on peut ensuite valoriser cette biomasse de nombreuses façons. Donc, en plus de la biomasse valorisée, on aura épuré les eaux usées à travers le processus en ayant retiré certains nutriments de celles-ci. Ce traitement des eaux usées a des avantages économiques grâce justement à la valorisation de la biomasse d'algues produite durant le traitement. Donc, je vais entrer un peu plus en détail dans cette valorisation. Donc, la biomasse algale est riche dans de nombreux composés d'intérêt, comme des lipides, des protéines, des vitamines, des minéraux. Elle peut donc, par exemple, être utilisée directement pour l'alimentation humaine ou animale. Elle peut même être pressée et utilisée directement comme pour servir d'emballage. Donc, je vais revenir sur cette avenue un peu plus tard dans ma présentation. Sinon, pour augmenter sa valeur, des composés intéressants peuvent être extraits de la biomasse, comme des oméga-3, des antioxydants ou des antimicrobiens, qui peuvent ensuite être intégrés à des produits des industries pharmaceutiques, nutraceutiques ou cosmétiques. Des colorants de haute valeur peuvent aussi être extraits, comme la phycocyanine, que vous pouvez voir ici, qu'on a extrait au laboratoire. Ce colorant-là, c'est le colorant qui donne la couleur bleue aux fameux Smarties. Puis après être allé chercher des molécules de haute valeur, on peut ensuite transformer la biomasse restante en biocarburant. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire du carburant à base d'algues. On peut venir extraire les lipides et faire du biodiesel, ou on peut extraire les sucres avec de la fermentation, faire du bioéthanol. Mais sinon, la voie la plus économique est d'utiliser la biomasse entière, encore humide, et de réaliser une liquéfaction hydrothermale. Donc, c'est un processus qui expose la biomasse à une pression et une chaleur très élevée. Ça permet de venir obtenir une biobile ou biobrute, comme vous pouvez voir sur la photo ici, qu'on a obtenue au laboratoire la semaine dernière. Donc, c'est vraiment comme du pétrole. Donc, la liquéfaction hydrothermale, c'est vraiment le même principe que la planète Terre fait en des millions d'années. Et nous, on le fait en quelques heures au laboratoire. Donc, on peut avoir du pétrole d'algues assez rapidement. Donc, je répète que qu'est-ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'on valorise d'abord les eaux usées comme milieu de culture, puis on valorise ensuite la biomasse de microalgues produite. Donc, ici, je vais faire une petite parenthèse sur quelque chose qui est intéressant à savoir. Donc, lorsqu'on parle de culture d'algues en eau usée, c'est difficile, voire même impossible, de les maintenir en culture pure. Donc, c'est-à-dire de cultiver une seule espèce de microalgues. Donc, on se concentre maintenant plutôt sur les consortiums de microalgues. Qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de différents micro-organismes qui vivent en symbiose, donc qui s'entraident. Puis, les plus étudiés sont les mélanges de microalgues et de bactéries. Donc, en effet, il y a un mutualisme qui a lieu entre la microalgue et la bactérie.
Par exemple, les microalgues vont fournir l'oxygène aux bactéries et les bactéries le CO2 aux algues pour la photosynthèse. Aussi, les bactéries vont décomposer les composants complexes des eaux usées, ce qui les rend facilement assimilables par les microalgues. Donc, utiliser des consortiums, c'est avantageux pour le traitement des eaux usées parce que ça va venir augmenter son efficacité, en plus d'offrir une meilleure résistance à la contamination microbienne. Donc, dans le reste de ma présentation, quand je fais référence aux microalgues, je parle en fait d'un consortium, donc d'un mélange de microalgues et de bactéries. Donc maintenant, je vais entrer un peu plus en détail dans mon projet de recherche qui s'inscrit dans un plus grand projet nommé le projet Vertec 1. Donc, c'est un projet qui a été lancé en 2014 puis qui met en relation plusieurs industries de Victoriaville et la chaire de recherche du professeur Simon Barnabé et aussi Innofibre. Donc, le but du projet, c'est d'utiliser les eaux usées du parc industriel de Victoriaville pour la production de microalgues. Donc, plus précisément, on vient mélanger les eaux usées des 4 industries qui sont nommées ici, qui sont principalement des eaux usées laitières riches en azote et en carbone organique. Ensuite, on cultive un consortium de microalgues bactéries qui est composé principalement de l'algue verte chlorella à l'intérieur de ces eaux usées, ce qui va les dépolluer parce qu'on va venir retirer certains nutriments de celles-ci. Ça va permettre en même temps de produire de la biomasse algale. Donc, ensuite, des extractions peuvent être réalisées sur la biomasse pour venir chercher des molécules d'intérêt, comme des acides gras ou des antimicrobiens, qui pourraient être intégrés, par exemple, à des produits nettoyants verts d'une des industries du parc industriel, un des partenaires du projet qui est Sanimark. Ensuite, la biomasse d'algues restante pourrait être transformée en biocarburant pour faire rouler la flotte de véhicules lourds de Victoriaville. Donc, le but du projet Vertec 1, c'est d'épurer les eaux usées tout en valorisant la biomasse d'algues localement. Vous pouvez voir que c'est un beau projet d'économie circulaire et de synergie locale. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai étudié la croissance d'un consortium de microalgues bactéries dans le mélange d'eaux usées du parc industriel de Victoriaville. Je répète, ces eaux usées étaient riches en azote et en carbone. Donc, j'ai cultivé le consortium dans des photobioréacteurs de 2 litres. C'est ce que vous pouvez voir ici sur la photo, durant 50 jours. Je les ai cultivés en mode continu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je les ai cultivés d'abord en milieu de culture standard et à tous les 3 jours, je retirais de la culture et j'ajoutais des eaux usées. Donc, ça me permettait de faire plusieurs récoltes de biomasse tout en maintenant la culture en mode exponentiel. Ça me permettait en même temps d'acclimater graduellement les microalgues aux eaux usées. Le but de mon projet, c'était de voir si c'était possible de retirer l'azote et le carbone. Je vous rappelle qu'ils sont considérés comme des polluants, mais qui sont des nutriments pour les algues. Donc, c'est de voir si c'était possible de les retirer des eaux usées avec les microalgues. Puis ensuite, c'était d'identifier les molécules d'intérêt produites par les microalgues. Donc, ce qui nous indiquerait la meilleure façon de valoriser la biomasse produite. Donc, je vais vous présenter brièvement mes résultats les plus intéressants. Donc, en ce qui concerne le traitement des eaux usées, nous avons voulu voir si les microalgues pouvaient retirer l'azote et le carbone. Donc, je vous rappelle que les eaux usées étaient riches en ces 2 nutriments. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les eaux usées seules ne pouvaient pas servir de milieu de culture parce qu'elles manquaient de certains autres nutriments essentiels, notamment le phosphore. Donc, les microalgues étaient donc cultivées dans un milieu standard qui, lui, contenait tous les nutriments essentiels, puis les eaux usées servaient d'enrichissement à la culture. Pour savoir qu'est-ce qui avait été assimilé par les algues, j'ai donc dû déterminer combien de chaque nutriment avait été ajouté tout au long de la culture et mesurer combien il en restait à la fin. Donc, le graphique ici montre le retrait de l'azote et du carbone. Puis, les bandes qui sont noir et blanc ici, ça montre la quantité totale de nutriments ajoutés durant la culture. Puis, la partie assurée ici, elle représente les nutriments provenant des eaux usées. Puis, en vert à côté, on voit la quantité finale de nutriments. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que les microalgues ont éliminé 81 % de l'azote total et 63 % du carbone total. Donc, ça montre qu'il a quand même été possible de retirer une grande partie de ces polluants qui provenaient principalement des eaux usées. C'est sûr qu'il y aurait eu beaucoup d'autres polluants qu'on aurait pu étudier le retrait, mais pour mon projet, on s'est limité à ceux-là parce que c'est des nutriments très importants pour les algues, puis je rappelle qu'ils étaient présents en grande quantité dans ces eaux usées. Ensuite, dans une optique de valorisation de la biomasse, on a étudié quelles molécules sont produites par les algues. Donc, les analyses ont révélé qu'il y a plusieurs composés bioactifs intéressants qui étaient produits à l'intérieur
de la biomasse algale, mais aussi excrétée par les algues dans le milieu. Donc, vous pouvez voir dans le tableau ici les molécules bioactives intracellulaires et extracellulaires qui ont été identifiées et leurs propriétés. Donc, par exemple, ici, on a l'acide lécanorique, qui est un polyphénol qui est reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et anticancéreuses. Puis, vous pouvez imaginer que ce genre de composé pourrait être intégré à des bioproduits comme des nettoyants ou des produits pharmaceutiques. Puis, afin de déterminer d'autres façons de valoriser la biomasse algale, on a aussi analysé le profil d'acide gras produit par les algues. Ce qu'on a trouvé, c'est que la biomasse contenait une grande diversité de lipides à valeur ajoutée, principalement des acides gras polyinsaturés, dont de nombreux oméga 3. Ça, c'est des compléments alimentaires de haute valeur. Donc, ces avenues sont très intéressantes pour la valorisation de la biomasse algale, mais c'est possible d'en faire encore plus avec les algues, en les intégrant à d'autres industries. Donc, je vais vous présenter brièvement d'autres projets réalisés à l'UQTR et chez Innofibre qui mettent en lien les microalgues et l'industrie des pâtes et papiers. Donc, une partie coûteuse et difficile de la culture de microalgues, c'est la récolte de la biomasse, c'est-à-dire retirer l'eau des microalgues. Puis une solution économique et efficace pour faire ça, c'est d'utiliser une machine à papier. En effet, les machines à papier sont faites pour assécher des grandes quantités de pâtes à faible coût. Alors, on peut les utiliser pour assécher des cultures d'algues. Puis on peut voir ici sur la photo la machine à papier qu'on retrouve dans l'usine pilote de Innofibre. Puis vous pouvez voir ici les photos, c'est les résultats des tests qui ont été effectués. Donc, il y a une récolte qui a été faite d'une culture d'algues, puis ça a donné des belles feuilles d'algues comme ça. Puis, qu'est-ce qui peut être fait avec ces feuilles-là? Par exemple, on pourrait faire des biocarburants ou encore des bioproduits. Une autre perspective en lien avec les équipements papetiers, donc c'est un nouveau projet réalisé à l'UQTR en partenariat avec Victoriaville et Innofibre. C'est la suite du projet Vertec 1 que je vous ai présenté plus tôt. Puis ce projet, dans le fond, ça concerne la fabrication d'emballages thermoformés et compostables à partir de biomasse algale. Donc, en effet, Innofibre possède les équipements pour faire des emballages thermoformés, comme vous pouvez voir ici sur la photo. Ils ont une nouvelle chaire de recherche sur ce sujet-là. Puis comme vous pouvez voir, là, la photo, c'est une barquette qui est faite à partir de biomasse algale et de pâte cellulosique. Donc, le principe, c'est de produire de la biomasse algale dans des eaux usées industrielles, puis ensuite de pouvoir utiliser directement la biomasse pour faire des emballages compostables et utilisables pour les entreprises locales. Puis, finalement, un dernier projet à venir à l'UQTR qui met en lien les microalgues et l'industrie papetière. Donc, c'est un projet qui consiste en la culture de microalgues en eaux usées papetières. En effet, les eaux usées papetières sont riches en nutriments et en carbone, ce qui sert de nourriture pour les algues. Puis aussi, les usines papetières ils génèrent du CO2 et de la chaleur. Donc, tout ça peut être utilisé pour favoriser la culture des microalgues. Puis ensuite, les microalgues peuvent être récoltées et conditionnées avec les équipements papetiers sur place, comme par exemple la récolte sur les machines à papier. Puis finalement, la biomasse produite, qui est riche en huile, amidon et protéines, peut être valorisée de différentes façons, comme en biocarburant ou en emballage thermoformé utilisable sur place. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation, c'est qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec les microalgues, comme le traitement des eaux usées, la transformation de la biomasse en produits d'intérêt. Vraiment, il y a une infinité de possibilités. Si on veut faire des procédés rentables dans le futur, c'est important d'explorer les concepts de cohabitation avec des industries et l'économie circulaire, comme vous avez vu dans les différents projets que j'ai présentés. Puis si on continue à étudier ces concepts, puis qu'on continue la recherche sur la microalgue, nous allons probablement voir apparaître prochainement à travers le monde des fermes algales. Donc, merci pour votre écoute. Merci aussi à tous les partenaires des projets, aux équipes de recherche. Puis j'espère que j'ai pu vous partager un peu de ma passion des microalgues. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bon, merci beaucoup, Marguerite. On peut imaginer les applaudissements. Ouais, c'est très bien, super. Bon, on va passer rapidement à une période de questions. Jean-Philippe, as-tu trouvé des questions dans le Q&A? Certainement. Nous avons reçu 4 questions. Donc, je vais commencer avec la première de M. Henry Beral. Si le processus de production de pétrole algal nécessite de l'énergie, est-ce vraiment rentable? Là, je présume qu'on parle de la conversion HTL. De point de vue écologique, est-ce que c'est vraiment soutenable de maintenir l'apport d'énergie pseudo-fossile?
Veux-tu y répondre, Marguerite? Bien, c'est moi qui y réponds. Ben, c'est une très bonne question. Là. Je peux essayer de répondre, puis Simon OK, vas-y. compléter. Là. Mais pour l'aspect économique, c'est sûr que si le but de cultiver les algues, c'est seulement de produire un biocarburant, c'est pas rentable. Mais l'important, c'est vraiment justement que ça soit un peu la dernière utilisation de la biomasse. Donc, on vient récolter des molécules qui ont une haute valeur, puis ensuite, avec la biomasse résiduelle, on peut la transformer en biocarburant. Donc, c'est. Tu as bien répondu, c'est en plein ça. L'important, c'est d'avoir un coproduit de valeur pour justifier une production de biocarburant après. Super, ça, Marguerite. OK, prochaine question, Jean-Philippe. Oui, on va poursuivre toujours dans la même lignée. Est-ce que c'est un produit, est-ce que ces bioproduits sont sans risque? Si on contacte avec les eaux usées, pourrait-on retrouver des bactéries dangereuses ou des molécules dans ces bioproduits? Donc, en fait, je me donne la question, c'est si on développe des bioproduits avec des eaux usées, il peut y avoir certains contaminants. Est-ce qu'il y a des risques que ces contaminants se retrouvent dans les bioproduits qui seront développés? Ben, c'est encore une très bonne question. C'est sûr, comme vous voyez sur le schéma ici, là, il y a différentes avenues comme l'alimentation humaine. On ne pourrait pas vraiment imaginer cultiver dans les eaux usées puis ensuite manger cette biomasse-là. C'est pour ça qu'il y a vraiment différentes avenues comme les biocarburants, eux, par exemple. Ça pourrait être, ça ne dérangerait pas vraiment si c'est cultivé dans des eaux usées, les emballages aussi. Puis c'est sûr qu'il y a différents types d'eaux usées là, qu'on peut utiliser. Il y a des eaux usées qui sont considérées comme déjà propres, qui ont même des grades alimentaires. Fait que ça va vraiment venir dépendre du type d'eau usée qu'on utilise, puis ça, on va changer le produit selon ce type d'eau usée-là. C'est bon, ça. C'est bien répondu, Marguerite. Super. Après ça, peut-être on va en prendre. Oui, Dépêche. Ouais, ça va je vais vite. Vas-y. poursuivre avec une autre question de M. Bruno Gagnon. Alors, Marguerite, veux-tu discuter de la culture des microalgues dans les eaux usées des papetières, sachant que celles-ci sont pauvres en azote et en phosphore et que des nutriments doivent être ajoutés même pour un traitement biologique conventionnel? Ben pour cette question-là, je laisserai Simon répondre parce que c'est son projet, puis je ne le connais pas beaucoup. Ben, effectivement, il y a une des réalités de la production des microalgues, c'est que ça prend beaucoup de nutriments. Puis souvent, on est pogné en ajouter. C'est un peu pour ça qu'il est marqué dans le schéma, vous voyez, source de carbone locale. Il faut aller chercher d'autres sources de nutriments en dehors de l'usine. Bref, si par exemple, il y a une industrie laitière avec un effluent intéressant, ben, on sécurise ça pendant plusieurs années, puis on vient alimenter notre bassin d'algues avec. Bref, c'est vrai, les eaux usées papetières n'ont pas toute la quantité de nutriments requis pour pouvoir supporter une forte croissance de microalgues. Hein? OK. Ben, une dernière, parce que là, on a d'autres présentateurs. Là. Parfait. Excusez. C'est plus des commentaires. Donc, un spectateur anonyme remercie Marguerite pour ses questions. Et puis, très intéressant comme travail de recherche en matière de solutions biologiques pour le traitement des eaux. Donc, bravo Marguerite. Et moi, j'aurais peut-être une petite question pour toi, Marguerite, avant de conclure. À la suite des travaux que tu as réalisés, quelles sont les prochaines étapes de ton côté? Est-ce que tu poursuis tes recherches sur les microalgues? Ben là, c'est sûr, moi, je termine ma maîtrise cette session-ci, peut-être à l'été, mais je ne sais pas, je vais peut-être essayer de me trouver un emploi dans ce domaine-là. On l'espère. Donc, si jamais nous avons des entrepreneurs parmi nous et que vous désirez avoir une spécialiste des microalgues, Marguerite sera disponible cet été. C'est bon. Pour les autres questions, on essaiera d'y répondre durant le webinaire. On va passer à notre prochain présentateur. Jean-Philippe, tu peux l'introduire, s'il te plaît? Oui, certainement. Donc, écoutez tout le monde, ça me fait plaisir de vous présenter M. Zachary Chaillet, qui est un étudiant au Cégep de Trois-Rivières. Donc, Zachary a débuté ses études en technologie de l'architecture. Et puis, après un stage chez Innofib, c'est là qu'il a découvert sa passion pour les bioproduits. Donc, il a réorienté ses études pour faire une technique en génie industrielle. Et puis, ses intérêts, c'est les biomatériaux pour l'ingénierie. Et puis, à titre d'étudiant, Zachary s'intéresse au niveau du développement durable et de tout ce qui est la valorisation de la biomasse résiduelle. Et puis, il poursuivra sans doute ses études dans un domaine de l'ingénierie à l'université. Donc, je vous invite tout le monde à accueillir Zachary pour sa présentation.
peux partager ton Merci écran de la maintenant, Zachary. présentation, Jean-Philippe. Merci. Donc, on va juste on a des petits problèmes, papa. Ici. Donc, tout d'abord, merci de l'accueil. Donc, pour ma part, les projets que j'effectue en ce moment chez Innofib concernent la fabrication de panneaux biosourcés. Dans le fond, on sait qu'en ce moment, dans un contexte de pandémie, les panneaux... Excuse-moi, Zachary, ta présentation n'est pas partagée. Ah! Pourtant, on est bien en partage de connexion. Si tu vas en bas de l'écran, écran partagé, le bouton vert. Peut-être pas partager ton écran ou tu as peut-être partagé quelque chose d'autre. Mais c'est bon, là on l'a. Excellent. Parfait. Donc, on va reprendre où j'en étais. Donc, on peut voir sur la courbe juste ici que depuis la pandémie, on constate une augmentation et dans les années à suivre, on va constater une certaine augmentation des panneaux de particules sur le marché nord-américain. Donc, le principal acquéreur des panneaux fabriqués ici au Québec, c'est les États-Unis, c'est notre plus proche voisin. Donc, c'est pour ça que c'est un potentiel marché qui est intéressant. D'abord, le but du projet, c'est de concevoir un panneau biosourcé recyclable, donc qui suit un certain cycle de vie qu'on va valoriser à post-utilisation. Donc, on souhaite prendre la matière première de ce matériau-là pour pouvoir le valoriser à la suite. Et il se base sur des rejets industriels qu'on va venir prendre. Dans le cas présent, on prend l'asclépiade et la chènevotte, qui est tous deux extraits de l'industrie. Puis, on va venir les incruster dans nos panneaux pour valoriser, dans le fond, cette matière-là. Donc, le but, c'est de valoriser, de respecter les normes environnementales et les normes structurelles présentes dans l'industrie et de réduire notre empreinte écologique par la valorisation des matériaux biosourcés. Donc, les utilisations possibles du panneau, on peut voir ici le panneau, c'est le concept qui est présenté juste ici. Je peux vous le montrer maintenant. Donc, il s'agit du panneau qui a été fabriqué en laboratoire chez Innofib. Ce n'est pas un panneau structurel. Par contre, on peut l'utiliser comme parement isolant. La fabrication de meubles pour remplacer les meubles en MDF d'ailleurs. La finition intérieure, décoration. Donc, c'est vraiment à des voies non structurelles qu'on peut utiliser ce panneau-là. Donc, il est composé d'une couche couvrante en chènevotte et d'une couche interne ou la couche médiane en asclépiade. Donc, pour la composition, on sait qu'un panneau se constitue d'un renfort et d'une matrice pour concevoir un panneau composite. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on va utiliser l'asclépiade commune, qui est une plante qu'on retrouve en bordure des autoroutes très abondante au Québec, puisque les monarques, d'ailleurs, se servent de cette asclépiade-là pour se nourrir. Et puis, on va se servir de la chènevotte, qui est... la chènevotte, dans le fond, c'est la tige du chanvre. Et puis, elle est très présente, notamment avec la SQDC en ce moment qui produit. Donc, il faut valoriser les tiges des produits de cette industrie-là. Donc, on a fait un panneau composé en 3 couches ou un panneau sandwich ayant une couche couvrante de 40 %, donc 2 couches de 20 % et une couche médiane de 60 %. Donc, les essais qui ont été effectués en laboratoire chez Innofibre concernent principalement la fabrication du panneau. Ensuite, la valorisation énergétique pour suivre le cycle de vie du panneau afin de valoriser le panneau à la suite de son utilisation, notamment dans les centres de recyclage. Et les propriétés mécaniques et physiques. Donc, on a envoyé les résultats à l'externe afin d'établir un constat sur les propriétés physiques et mécaniques de celui-ci, à savoir s'il peut être appliqué ou non dans l'industrie.
Donc, on retrouve ici l'ensemble des essais qui ont été effectués, donc la teneur en humidité, le profil granulométrique, etc., etc. Donc, ce qu'on regardait principalement, c'était à savoir si la densité est suffisante pour avoir un panneau qui se tient, donc avec un bon facteur de compression. Et puis, lors de la post-utilisation, on souhaite avoir un pouvoir calorifique parce que notre panneau, il est difficile de le revaloriser, donc il faut vraiment effectuer des traitements. Donc, ce qu'on veut valoriser, c'est vraiment dans une chaudière à biomasse pour produire de l'énergie. Toutefois, on doit restreindre la teneur en cendres parce qu'on sait que les cendres, il faut les vider, donc il occasionne des coûts. Donc là, ce n'est pas profitable pour une industrie si on doit constamment vider la chaudière à biomasse. Et on souhaite avoir toutefois un pouvoir calorifique le plus élevé possible pour pouvoir produire une énergie pour l'alimentation notamment des usines ou des industries. Et la teneur en formaldéhyde, dans le fond, on a droit à une concentration maximale de 1000 ppm de rejet. Donc là, ici, le panneau, les tests qu'on a effectués, on constate que avec le liant de phénol-formaldéhyde qu'on a ajouté au panneau, on respecte la norme environnementale en vigueur. Donc, tout d'abord, on a commencé par le conditionnement de la biomasse. Donc, un facteur important, c'est l'humidité. Et c'est pourquoi, lorsqu'on reçoit notre matière première, il faut la sécher. Donc, la matière devait se situer autour de 2 à 4 lorsqu'on fabrique le panneau. Une matière qui aurait trop d'humidité serait non profitable pour nous parce que notre ébauche, dans le fond, qui est la colle, le lien avec la matière première, doit se situer autour de 8 à 11 sont des chiffres établis par des recherches effectuées dans le passé. Et puis, le panneau, finalement, devrait sortir à 4 à 5 d'humidité. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on sèche, on souhaite vraiment vérifier la teneur en humidité pour savoir s'il faut ajouter de l'eau ou s'il faut sécher davantage le produit. Donc, habituellement, on souhaite être le plus sec possible, le pourcentage de siccité le plus élevé possible. Également, le profil granulométrique est très important parce qu'on souhaite avoir des fibres qui sont longues et qui ne sont pas très épaisses, ayant un coefficient d'élancement de 40 à 45 mm parce que, dans le fond, la fibre, on souhaite pour qu'elle ait des bonnes propriétés mécaniques, on souhaite qu'elle soit longue, mais qu'elle soit quand même assez peu épaisse pour qu'on soit en mesure d'en mettre plusieurs couches pour justement avoir un panneau qui a un bon taux de compressibilité. Donc, pour ce faire, on va broyer, fractionner les fibres pour obtenir le profil granulométrique qu'on souhaite avoir. Et ensuite, on va tamiser pour enlever les fractions qui nous intéressent moins. Donc, tout d'abord, dans la fabrication des panneaux, il faut d'abord encoller notre liant à notre matière première. Donc, on va disperser du liant sur la matière organique dans l'agitateur juste ici. Donc, il va y avoir une agitation rotative qui va s'effectuer, puis la résine va venir couvrir les pores de la fibre et lorsque l'opération de pressage va s'effectuer, il va y avoir des transferts de masse et de chaleur qui vont venir faire en sorte que le panneau se tienne. Donc, on va également ajouter de l'eau parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut une ébauche qui se situe de 8 à 11 d'humidité. Mais toutefois, on est pris avec un certain problème. Le liant a une certaine viscosité. Donc, afin de mieux répandre le liant, il faut venir ajouter de l'eau dans les buses de l'encolleuse pour justement augmenter le pourcentage d'humidité pour avoir une certaine humidité dans notre matière pour effectuer une condensation pour le transfert de chaleur. Donc, la mise en forme se fait au moyen d'un moule qu'on voit juste ici. C'est un moule classique, donc on va faire un format sandwich. On va venir mettre deux plaques. On va prendre la matière première. Dans le cas présent, c'est la chaîne vote qu'on va mettre en premier, en couche couvrante. Donc, on va venir mettre la chaîne vote, puis la skipiade, et finalement, on va terminer avec la chaîne vote.
et on va venir presser dans notre presse laboratoire ici, qui fait des panneaux d'environ 2 pieds par 2 pieds. Donc, le principe est simple du pressage, c'est qu'on essaie d'avoir un transfert de chaleur et un transfert de masse entre la matière et le produit fini. Donc, pour le transfert de chaleur, il va s'effectuer au niveau des plaques. On va chauffer les plaques, puis ces plaques-là vont conduire la chaleur vers le panneau, donc vers les fibres. Puis, on va venir, dans le fond, accélérer la polymérisation du liant. Puis, par le même effet, compte tenu qu'on a ajouté de l'eau tantôt, il va se créer un effet de convection entre les fibres de condensation. Et puis, dans le fond, cette condensation-là va transmettre la chaleur à l'intérieur du panneau. Et c'est comme ça que le liant va venir. Parce qu'on sait que le phénol formaldéhyde, c'est une résine thermodurable, donc il faut un certain effet de chaleur. Donc, on part d'un milieu chaud à un milieu froid. Donc, c'est comme ça qu'on va venir réticuler les fibres pour obtenir un panneau qui se tient. Et puis, le transfert de masse également qui s'effectue au niveau du changement de phase. Donc, on va passer d'un liant qui est liquide, il va se transmettre sous forme de gaz à l'intérieur du panneau. Et finalement, à la suite de la polymérisation de la fibre, il va se trouver sous forme solide, donc pour venir boucher les pores du panneau. Dans le cas présent, la résine de phénol formaldéhyde qu'on a utilisée a une température de pressage, excusez-moi pour la petite erreur de syntaxe ici, donc on va se situer autour de 220 degrés Celsius avec un taux de compression de 15 secondes par millimètre. On peut se situer entre 10 à 18 secondes par millimètre. Nous, on a fait une moyenne de ça et on obtenait environ 15 secondes par millimètre pour produire un panneau de 495 mm par 495 par 11 mm d'épaisseur. Ensuite, on va laisser le panneau séjourner dans un four. Dans le cas présent, on l'a laissé dans un four à une température supérieure à la température ambiante afin que l'effet de convection et de convection se continue à l'intérieur du panneau. Et puis, on va ajouter un poids sur le panneau pour laisser un certain aspect de compression, une certaine force de compression au panneau. Mais il est possible également, lorsqu'on fabrique les panneaux, de faire un empilement à chaud. Donc, on laisse les panneaux sur un meuble, par exemple, et on empile les autres panneaux qu'on effectue par-dessus. Donc, il va se faire un transfert de chaleur en continu, puis on applique une certaine force de compression. Donc, ça revient un peu au même séjour de conditionnement, mais c'est beaucoup plus économique et moins rapide, par contre. Ensuite, on termine avec le découpage de finition. Donc, c'est la découpe des excédents en bordure du panneau. On peut voir sur mon panneau que les bords sont bien coupés, sont esthétiques. Donc, c'est là qu'on va perdre en fait une certaine partie du poids du panneau parce qu'on va enlever, dans le fond, les fibres qui ont dû à l'effet de compression se sont ramassées sur les côtés. Et on va venir prélever des échantillons selon un patron proposé par Inofib, plus précisément par Mohamed Djebri, qui est ingénieur chez Inofib, pour justement envoyer les essais à l'externe pour conformer nos résultats ou les infirmer dans le cas d'un panneau qui serait non convenable. Et puis, je vous laisse sur cette conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc, innover, c'est avant tout de remettre en question l'existant et d'optimiser sa créativité. Et c'est depuis 3 ans que je fais cette tâche-là chez Inofib. Pour moi, c'est un milieu qui m'était totalement non connu. Et puis, chaque jour, lorsque je travaille chez Inofib, dans le fond, j'essaie d'apporter des idées constructives pour justement valoriser certains débouchés. Donc, merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse, par exemple, avec une idée d'innovation qui s'est faite chez Innofibre. C'est un projet de maîtrise de Mohamed Djebri. Dans le fond, à partir de biomasse, on est venu prendre le bois de CRD et fabriquer des palettes avec celui-ci.
Donc, c'est une idée qui pourrait être proposée dans le cas où un mélange d'asclépiade et de chène-vote serait convenable pour effectuer ces tâches-là. Donc, merci. Super, merci beaucoup, Zachary. On t'applaudit. Merci pour cette pensée philosophique qui nous inspire. On est content de voir qu'un jeune collégial comme toi est très encouragé à continuer et à continuer dans l'innovation. Bravo, félicitations. Déjà philosophe, Zachary, et tu n'es même pas docteur. Tu es vraiment avant-gardiste. Merci. C'est bon. Jean-Philippe, as-tu trouvé des questions? Oui, certainement, j'ai 2 questions. Peut-être une question, Zachary. Pourquoi utiliser la chène-vote et l'asclépiade dans le cadre de ce projet-là? Premièrement, c'est 2 matières qui étaient abondantes au thermobium, donc on a pris pour acquis que c'était facile d'acquérir cette matière-là. Et puis, c'est vraiment pour un aspect économique. L'asclépiade, on la retrouve en bordure des routes. Donc, il faut valoriser cette plante-là, dans le fond des rejets, lorsqu'on coupe l'herbe, il faut la valoriser. Et puis, la chène-vote, c'est le même principe. Lorsqu'on prend, par exemple, les feuilles, il faut valoriser la tige. Et puis, la chène-vote, le chanvre, on sait que c'est une matière qui est assez dure à transformer parce qu'il y a une certaine dureté. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on veut prendre les matériaux pour justement essayer de valoriser ce résidu-là. Et la chène-vote est très profitable parce qu'on peut prendre ces fibres qui ici avaient un profil granulométrique parfait pour justement mettre dans le panneau. Donc, le coefficient d'élancement était parfait. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette fibre-là. Parfait. Bon, Puis dis-moi, au niveau de l'utilisation de la résine, est-ce qu'il y a un avantage d'utiliser des fibres d'asclépiade comparativement à des copeaux de bois, par exemple? Les copeaux de bois, c'est au niveau c'est plutôt côté économie du produit. Donc, l'asclépiade, dans le fond, on peut créer des partenariats avec des industries qui essaient de se débarrasser de ces résidus-là, tandis que le bois, on va toujours payer un certain prix pour le traitement des opérations, tandis que là, on n'a aucun traitement à faire. On prend le produit, on le broie et on peut faire ce qu'on veut avec la matière. Là, je vois Simon là, qui va intervenir, donc je crois qu'on va passer à la prochaine présentation. Oui, c'est ça. On va garder l'autre question vers la fin. On sera disponible pour y répondre. Ouais. Merci beaucoup, Zachary, pour cette très bonne présentation. Good. On va passer à notre dernière présentation du webinaire. C'est une autre étudiante vedette de l'UQTR. Il s'agit de Michel Boivin, qui a fait son bac en biologie médicale, oui, puis qui s'est retrouvé avec une maîtrise en biologie cellulaire sous la direction de la professeure Isabelle Desgagnés-Pénix de l'UQTR et sous ma co-direction. Puis, vous allez voir, là, elle aussi a été beaucoup primée au courant de sa jeune carrière scientifique. Elle a rapporté qu'elle a eu récemment une entrevue aux Années-Lumière, je vous le dis, là, elle s'est rendue une vedette. Là. Elle est très populaire, mais elle a quand même rapporté aussi un des plus importants prix pour les étudiants à l'UQTR, le prix d'engagement étudiant. Ça montre son engagement, bien entendu. Puis on a la chance aujourd'hui de l'avoir avec nous. Elle va vous parler de quelque chose qui va peut-être changer votre vie. Alors, Michel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Simon, pour cette belle présentation. Tout le monde voit bien mon écran? Ça fonctionne? Oui, ça va. Oui, parfait. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Merci à tous ceux qui assistent aujourd'hui. Je vais vous discuter, en fait, vous parler d'un projet collaboratif avec Innofib, l'UQTR et de nombreux autres partenaires industriels. Dans le fond, je vais vous parler des extractifs forestiers bioactifs et leur application possible en agriculture et plus particulièrement la conservation de pommes de terre. Donc, en fait, la pomme de terre, c'est connu à travers le monde en entier. Au Canada, on en mange excessivement beaucoup par rapport à la consommation mondiale. Pourquoi est-ce que la pomme de terre est autant populaire? Bien, en fait, c'est parce que c'est une culture qui offre un bon rendement de production et qui a une qualité nutritionnelle exceptionnelle.
Par contre, le défi, quand on fait la production de pommes de terre, c'est vraiment au niveau de l'entreposage. Parce que les pommes de terre sont entreposées de quelques semaines à plusieurs mois, vu que la culture, surtout au Canada, en fait, là, se produit qu'une seule fois par année. Donc, en entrepôt, il va y avoir deux types de problèmes. On va y avoir la germination des pommes de terre et le développement de maladies comme la pourriture molle qui sent excessivement mauvais et aussi la pourriture sèche, qu'elle, on voit un peu moins bien à l'œil au niveau des pommes de terre, mais que quand on coupe la pomme de terre, c'est là qu'on voit les dégâts à l'intérieur de la chair. Puis au Canada, on peut estimer les pertes à environ 10 de la récolte par année. En dollars, ça fait environ 75 millions. Donc, quand on accumule ça au fil des ans, ce déficit-là, c'est quand même important pour les producteurs de pommes de terre. Puis évidemment, quand on pense à des pays en voie de développement, le pourcentage de pertes augmente quand même considérablement. Donc, comme je le mentionnais, le problème, c'est vraiment au niveau de l'entreposage. Il va y avoir non seulement plusieurs étapes à l'entreposage et ça commence vraiment au moment de la récolte de pommes de terre au champ. Parce que tout dépendamment si ce sont des conditions mouillées ou plus chaudes, etc., il va y avoir vraiment plusieurs facteurs qui vont influencer quand on va mettre les pommes de terre en entrepôt, le développement de maladies, par exemple, mais aussi la germination de pommes de terre. Donc, ça fait en sorte que réguler l'entreposage, c'est vraiment très compliqué et souvent, les producteurs de pommes de terre vont recourir à l'utilisation de traitements antimicrobiens, donc pour limiter le développement de maladies, mais aussi à des produits antigerminatifs, comme le mot le dit, pour empêcher le développement de germes. Par contre, certains de ces produits-là ont des problèmes de toxicité, non seulement envers l'environnement, mais également pour la santé des consommateurs des pommes de terre. Donc, nous, on recherche des alternatives à ces produits chimiques-là de synthèse qui sont mauvais pour nous et l'environnement. Et on vous propose d'utiliser les extractibles, notamment de la forêt. Pourquoi les extractibles? En fait, les extraits, c'est une excellente source de molécules bioactives, donc qui vont avoir différentes propriétés biologiques. Là, je vous liste ici une liste d'exemples comme antimicrobiens. Donc, ça va vraiment réussir à empêcher le développement de maladies qui sont causées par des micro-organismes. Donc, il y a plusieurs autres propriétés comme ça qui font en sorte que les extractibles sont considérés comme bioactifs. Et on peut les utiliser à travers plusieurs domaines, dont l'agriculture. Puis nous, on veut particulièrement utiliser, produire des extractibles de la forêt, parce que comme vous le savez, la forêt, c'est vraiment une des richesses les plus importantes au Québec. Et c'est ça, c'est vraiment une richesse qui est abondante et particulièrement importante au Québec. Puis l'idée, c'est vraiment de ne pas couper de nouveaux arbres. C'est vraiment plutôt d'utiliser les résidus d'écorce qui sont générés par les scieries dans l'industrie forestière. Présentement, les résidus d'écorce sont envoyés dans l'usine de cogénération pour produire de la bioénergie, donc qui sont brûlés, ces écorces-là. Donc, nous, l'idée, ce serait de faire une étape de pause. Attendez, brûlez pas tout de suite. On va faire nos extractions pour produire nos extraits forestiers. Puis ensuite, nos résidus d'extraction qu'on n'utilise pas, on les renvoie à l'usine de cogénération pour qu'ils puissent tout de même produire leur bioénergie. Donc, ça permet vraiment de cette manière-là de ne pas couper d'arbres, d'obtenir nos extraits forestiers tout en conservant une belle économie circulaire. Puis, on espère de cette manière-là pouvoir réduire le coût d'un futur produit qui contiendrait les extraits forestiers. Donc, en sachant que nos extraits forestiers possèdent des activités biologiques
comme des propriétés antimicrobiennes, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour développer un produit antimicrobien et antigerminatif qui limitera les pertes post-récolte des pommes de terre? Donc, c'était vraiment notre objectif de développer un tel extrait pour limiter les problèmes de germination et le développement de maladies durant l'entreposage des pommes de terre. Donc, au cours du projet de maîtrise, il y a eu 4 grandes étapes. La première, c'était évidemment de produire les extraits forestiers. Ensuite, au laboratoire, d'évaluer les activités antimicrobiennes et antigerminatives de tous nos extraits forestiers qu'on aura produits. Puis, la dernière étape, mais non la moindre, c'est vraiment d'évaluer notre extrait forestier le plus prometteur en conditions d'entreposage avec des pommes de terre. Donc, au niveau de la production des extraits forestiers, on est parti avec 3 types d'arbres, l'épinette noire, le sapin baumier et le bouleau jaune. Donc, on utilisait les résidus d'écorce de ces 3 arbres-là pour faire différentes techniques d'extraction. Une extraction, c'est un peu comme qu'on fait du café le matin ou l'après-midi à la maison ou au travail, mais au lieu d'utiliser les grains de café, on utilise les écorces. Donc, on a utilisé différentes techniques en plus de différentes espèces. Ça fait qu'au total, on a presque eu 50 extraits forestiers à tester dans notre laboratoire. Pour les tests antimicrobiens, on a sélectionné 2 grandes maladies qui affectaient principalement nos producteurs de pommes de terre du Québec. Il y a la pourriture molle, que la pomme de terre va vraiment plutôt se liquéfier, qui est d'origine bactérienne. Et il va y avoir la pourriture sèche, qui est plutôt d'origine fongique. Donc, ces maladies-là causent vraiment le plus de dommages en entrepôt. Puis, vu qu'on avait 50 extraits, on a voulu faire une première sélection rapide. Donc, pour ce faire, on a utilisé un colorant qui, lorsqu'on met en contact notre extrait forestier et le micro-organisme qui cause la maladie ensemble, on laisse agir ça un peu pour que l'extrait ait le temps d'avoir son effet antimicrobien. Ensuite, on va ajouter le colorant dans ce mélange-là. Puis, s'il y a un changement de coloration qui devient plutôt mauve, là, ça signifie que notre extrait est non antimicrobien. Donc, ici, vous pouvez voir un exemple dans le carré rouge. Non antimicrobien, c'est que quand il y a une coloration comme ça signifie qu'il y a croissance soit de la bactérie ou du champignon. Donc, notre extrait, ce n'est pas lui qu'on va sélectionner. En fait, on va plutôt sélectionner l'extrait antimicrobien qu'il n'y aura pas de changement de coloration, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de développement de bactéries ou de champignons. Donc, la coloration initiale, ça va vraiment être la coloration de l'extrait normal, que vous pouvez voir un petit exemple dans le carré vert. Donc, je vous montre nos 3 meilleurs extraits forestiers qui ont réussi à inhiber la pourriture molle, la pourriture sèche, donc qui ont vraiment un potentiel antimicrobien général pour ce qu'on ciblait. Puis, quand on a fait des essais plus poussés en variant avec des concentrations de plus en plus faibles de notre extrait, bien, on a vraiment découvert que l'extrait d'épinette noire 1A avait le meilleur potentiel antimicrobien pour ce qu'on voulait faire avec la conservation des pommes de terre. Du côté des tests antigerminatifs en laboratoire, notre technique était plutôt simple. C'était simplement de vaporiser nos divers extraits forestiers sur des pommes de terre, mettre ça de côté pendant 1 mois, puis ensuite d'aller mesurer la germination des pommes de terre. Évidemment, on recherchait un extrait qui réussissait à limiter la germination, donc le plus petit germe possible. Donc, il y a différents paramètres pour mesurer la germination. Ici, je vous présente des résultats de masse des germes. Puis, on peut voir que notre seul extrait forestier qui est efficace pour vraiment empêcher la germination là, à
à sa meilleure capacité, là, il n'y a eu aucun germe qui a poussé, hein. C'est encore une fois un extrait d'épinette noire. Par contre, c'est le numéro 4. Puis, j'attire votre attention sur son efficacité, qui est autant efficace que le CIPC, qui est en fait le produit antigerminatif le plus utilisé dans le monde et qui est le plus efficace. Dans le fond, c'est ce produit-là qu'on recherche à remplacer parce qu'il est toxique. Donc, c'est une excellente nouvelle que notre produit à nous soit autant efficace, mais qu'on espère qu'il ne soit pas autant toxique, évidemment. Donc, c'est bien beau les tests en laboratoire, mais le défi, c'est vraiment la mise à l'échelle. Donc, d'aller faire les tests en entrepôt de pommes de terre. Pour ce faire, on s'est tourné vers un autre centre collégial de transfert technologique, Agrinova, qui détient toutes les installations nécessaires. Donc, pourquoi est-ce que c'est le défi ultime? Bien, en fait, il y a deux choses. Premièrement, on va tester l'efficacité des extraits en entrepôt. Donc, les conditions sont différentes. Par rapport au laboratoire, la température va être plus froide, donc plus fraîche, aux alentours peut-être de 5 degrés généralement. Puis aussi, l'humidité va être présente. Donc, tout ça pourrait avoir un impact sur l'efficacité de nos extraits. Puis, l'autre chose, c'est que là, on va utiliser de nombreuses pommes de terre. Donc, il va falloir aussi produire à grand volume nos extraits les plus prometteurs. Donc, en entrepôt, on a fait 2 essais bien distincts. Donc, d'un côté, on va avoir l'essai antimicrobien avec l'extrait d'épinette noire 1A, qui était notre plus efficace en laboratoire. Et de l'autre côté, on va avoir notre essai antigerminatif avec l'extrait d'épinette noire 4. Donc, notre plus gros essai, en fait, on l'a fait sur 40 000 pommes de terre et il est toujours présentement en cours. Donc, ce que je vous présente, c'est vraiment des résultats préliminaires, mais c'est d'excellents résultats. Laissez-moi vous montrer notre contrôle qui est votre image de gauche. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inoculé les pommes de terre avec la maladie de pourriture molle. Puis, cette image-là, c'est vraiment notre contrôle, il n'a pas du tout été traité. Donc, on peut voir que les pommes de terre sont assez dégueulasses et qu'elles sont vraiment très malades. Tandis que du côté droit, les pommes de terre ont été toujours inoculées avec la maladie. Par contre, on a traité avec notre extrait d'épinette noire numéro 1A. Et vous pouvez voir que nos pommes de terre sont très saines et très belles pour la grande majorité des échantillons. Donc, excellente nouvelle. Du côté antigerminatif, on a vu que notre extrait d'épinette noire 4, cette fois-ci, quand on traitait les pommes de terre, on réussissait à limiter la germination. Puis, ça semblerait, le mode d'action, dans le fond, de notre extrait semble vraiment brûler le germe. Donc, vous pouvez voir sur la photo que les germes sont plutôt noircis, contrairement à de beaux germes blancs qu'on peut voir dans notre garde-robe. Donc, ça aussi, c'est un excellent résultat qu'on est encore en train d'analyser en cours. Donc, les conclusions, en fait, c'est que nos extraits forestiers ont démontré des propriétés biologiques antigerminatives et antimicrobiennes. On a testé ça in vitro et en entrepôt. Tout semble bien fonctionner pour l'instant. Puis, dans le fond, c'est une bonne chose parce que ces extraits-là, on va pouvoir en formuler dans des produits pour remplacer les produits chimiques de synthèse qui sont nocifs pour l'environnement et la santé des consommateurs, tout en développant toute la filière de la bioéconomie au Québec avec les extractibles. Par contre, il reste des étapes à faire, notamment, on va prouver l'efficacité en entrepôt, c'est présentement en cours, mais il faut aussi savoir, dans le fond, dans un extrait, il y a plusieurs types de molécules. Il y en a vraiment un nombre quand même impressionnant de molécules. Donc, c'est de savoir quelle molécule possède vraiment, là, je dis quelle molécule, mais ça peut être aussi bien vraiment plusieurs molécules, donc c'est vraiment au pluriel. Donc, lesquelles, si c'est un groupe ou tel groupe de molécules, va
prodiguer la propriété de notre extrait. Donc, il y a ça à regarder. Il y a toute la question de formuler nos extraits en un produit facilement applicable pour les producteurs de pommes de terre. Évidemment, parce qu'on veut quand même que le transfert technologique se fasse le plus simple possible pour eux. Puis, confirmer leur efficacité sur toutes les variétés de pommes de terre qu'on a au Québec parce qu'on n'en a pas juste une. Donc, il y a ça. Et l'étape la plus importante, c'est évidemment de prouver l'innocuité de nos extraits. Donc, on ne veut pas qu'elles aient les propriétés toxiques que présentement ont certains produits chimiques de synthèse. Donc, et voilà, merci beaucoup à toutes nos équipes de recherche, partenaires qui sont impliqués. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup, Michel. Je vais toujours me rappeler au début de ta maîtrise, tu ne me donnais plus envie de manger de patates et tous ces produits chimiques-là. Maintenant, on est en fin de maîtrise. Là, j'ai retrouvé mon goût de manger des patates. Merci beaucoup, c'est très bien. Mais excuse-moi, Simon, je tiens à préciser que les patates pilées, non, mais tu n'as pas cessé de manger des poutines, par contre. Donc, je ne vais pas t'enlever le goût pour ça. Bon, ça y est, on est enregistré, là, tout le monde sait ça. Ah non. Je viens de dévoiler ton plus grand secret. C'est bon. Bon, ben, c'est bien. On va prendre deux questions, Jean-Philippe, parce que là, le temps avance. Là. Certainement. Donc, première question, Michel. Dis-moi, peux-tu nous donner un aperçu du ratio d'extractible en fonction de la quantité de biomasse que tu traites? Oui, en fait, ça va beaucoup varier selon l'essence d'arbre, donc selon l'écorce, que ce soit d'épinette noire, de sapin ou de bouleau jaune, et aussi de la technique d'extraction qu'on utilise. Mais généralement, grossièrement, là, ça va varier entre 1 et 10 dans le meilleur des cas. Ça joue un peu dans ce range-là. Parfait. Puis une autre petite question, peut-être c'est confidentiel, mais nous allons tenter notre chance. Peux-tu nous dire quelle molécule qui a l'effet positif sur les pommes de terre? Ça dépend vraiment. On est présentement en train d'étudier ça. C'est sûr que ce ne sera pas une molécule particulièrement. Ça va vraiment être une synergie de plusieurs molécules. Puis, c'est ce qui rend complexe les tests en laboratoire pour déterminer ça parce que c'est ça, il y a beaucoup de mélanges à faire et de tests antimicrobiens. Donc, on regarde présentement, on a une petite idée, mais effectivement, je ne peux pas dire les molécules exactement. Parfait. Et puis, dis-moi, lorsque c'est pulvérisé, par exemple, sur les pommes de terre, est-ce que ça demeure à la surface ou ça rentre en contact, c'est comme migrer vers l'intérieur ou ça reste uniquement sur la pelouse, la pomme de terre? C'est à vérifier dans nos tests. On a déjà quelques résultats préliminaires, notamment avec le test antigerminatif. Quand on vaporise, ça semblerait rester sur la surface de la pomme de terre. À ce jour, on n'a pas de résultats qui nous montrent que ça va vraiment pénétrer la chair. Parfait, super. C'est bon, ça. Merci beaucoup. Simon, moi, je vais vais juste me permettre une dernière question parce que je pense qu'elle est importante. Aujourd'hui, on vous a montré des projets en étroite collaboration avec un CTT Innofibre. Toi, Michel, peux-tu nous parler de ton expérience? Donne-nous ton témoignage sur cette synergie collège-université durant ton parcours. Quelle question piège! Non, mais sérieusement, moi, personnellement, je suis vendue. Être associée à Innofibre, ça m'a vraiment permis de connaître. En fait, moi, de nature, j'ai besoin de faire de la recherche appliquée. Donc, avec Innofibre, de pouvoir aller directement chez les partenaires, les connaître, avoir cette vision-là de recherche, je trouve ça super stimulant. Puis, c'est vraiment ce que je recherche. C'est vraiment ça qui va définir ma carrière après ça. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour ton témoignage, Michel. Fait que ça met fait aux présentations. Est-ce que, Patrick, tu voudrais faire un mot de la fin? Ou bien... Je vais faire une petite fin. Donc, c'est sûr qu'on va vous retrouver parce qu'on fait des cycles avec nos différents thèmes. Donc, peut-être dans 5-6 mois, on va vous demander de faire des présentations intéressantes et innovantes. Donc, moi, je tenais à vous remercier, toi, Simon et Jean-Philippe et les 3 présentateurs. Merci aussi à tous les participants. Et puis, je vous rappelle que ce webinaire sera disponible prochainement sur notre site, notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur notre site internet 2rlq.eluc.ca et puis vous allez dans l'onglet transfert de connaissances et ensuite dans la catégorie webinaire thématique.
Alors, pour votre information, le prochain webinaire, je vais y arriver, est programmé le 14 avril prochain à 10 h. Et on change de thématique. On va aller sur la thématique du rendement et la croissance des plantations forestières à courte rotation. Il va être animé par Annie Desrochers, professeure à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et nous aurons 3 présentateurs, donc Jenna Rabelais, étudiante à la maîtrise à l'UQAT, qui nous parlera de l'évaluation de l'effet des sources génétiques sur le potentiel de croissance du bouleau à papier dans le cadre d'un test de provenance. Cette présentation sera faite en anglais. Nous aurons également l'intervention de Pierre-Yves Tremblay, professionnel de recherche à l'Université Laval, qui nous parlera du paramétrage du modèle de production forestière semi-fonctionnelle 3PG aux plantations de peupliers hybrides au Québec. Et on terminera par Raed El-Ferjani, qui est donc le coordonnateur de RLQ, qui nous parlera de la préparation mécanique du terrain pour l'établissement de plantations de peupliers hybrides à courte rotation. Puis il y aura une étude de cas dans l'Est du Québec. Donc sur ce, un grand merci à tous encore et puis à bientôt, en espérant vous retrouver en avril prochain.